Dès 2012, en fait, donc les 8 objectifs du millénaire 2000-2015, mais dès 2012, à partir de tous les constats que je viens de vous citer, plusieurs acteurs, sous l'égide des Nations unies, ont commencé à travailler et élaborer une feuille de route pour les années 2015-2030. Et c'est les objectifs de développement durable qui ont été créés comme un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, réduire les inégalités, tout en protégeant la planète et en faisant en sorte que tous les peuples, peu importe où ils sont, puissent jouir de la paix et de la prospérité, et ce, d'ici 2030. Donc, des objectifs très ambitieux, euh, mais très importants pour nous tous en réalité. Ce que l'on peut voir sur le schéma également, c'est qu'en parallèle de l'évolution de cette prise en compte du développement durable et de cette notion de développement durable, on a vu aussi émerger la notion de responsabilité sociale, sociétale des entreprises qui a émergé, et ce, suite à la suite de pressions exercées par la société civile sur les grandes multinationales et les obligeant ainsi à plus de transparence. On a plusieurs exemples comme ça, notamment aux États-Unis avec l'entreprise Dupont de Nemours qui a été poursuivie en justice pour avoir omis ou avoir caché en tous les cas une énorme pollution dans les eaux. D'ailleurs, il y a un film très intéressant sur ce sujet-là. Bref, donc il y a eu plusieurs exemples comme celui-là qui ont mis beaucoup de pression sur les entreprises pour plus de transparence. Donc les entreprises, elles, sont de plus en plus exposées, et en plus aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, l'information, qu'elle soit vraie ou fausse d'ailleurs, circule de façon immédiate. Donc le défi également pour les entreprises, et le défi donc de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est de s'inscrire dans une logique de création de valeur durable, mais qui soit aussi négociée en fait avec toutes les parties prenantes pour améliorer la contribution sociétale du modèle d'affaires, et ce, dans la logique des objectifs de développement durable. Et nous voilà, enfin, aux fameux objectifs de développement durable. Donc, que sont ces fameux ODD, en fait? Donc, ils ont été adoptés donc, par les 193 membres d'ailleurs des Nations unies en 2015. Ils constituent en fait 17 objectifs à atteindre dans le monde entier d'ici 2030. Donc, ils sont là devant vous. Donc, pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé, bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, inégalité réduite, ville et communauté durables, consommation et production responsable, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces. Et enfin, le dernier, le numéro 17, qui finalement est un objectif très transversal à tous les autres, c'est la notion de partenariat pour réaliser l'ensemble des objectifs. Donc, la réalisation de ces objectifs, tels que les Nations unies et tous les acteurs qui ont contribué les ont élaborés, devrait permettre une transition vers un modèle de développement durable, respectueux des personnes et de l'environnement. Chacun des objectifs est décliné en cibles spécifiques qui forment en tout 169 cibles. Par exemple, voici l'exemple de l'ODD 12, donc qui est établir des modes de consommation et de production durable. Cet ODD-là est détaillé en 8 cibles. Et par exemple, si j'en prends un qui peut être intéressant également pour les entreprises, c'est d'ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation, ce qui peut faire appel à l'économie circulaire, par exemple. Ensuite, ce que l'on peut dire sur ces objectifs de développement durable et qui est très, très important
à avoir en tête, c'est qu'ils sont tous reliés, ils sont interconnectés, ce qui signifie qu'ils ont un impact les uns sur les autres. C'est-à-dire que la réussite de l'un peut entraîner la réussite des autres, mais l'inverse est valable aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un effet qui soit positif sur l'un, mais qui ne le soit pas sur les autres. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir cette approche tout à fait, pardon, hop là, tout à fait holistique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, c'est pas grave. Non, c'est bon. Et je voulais là vous montrer un petit peu les exemples justement d'interconnexion qui sont possibles. Donc, par exemple, si je relis l'ODD 12 que je viens de vous montrer un peu en détail avec l'ODD 8, travail décent et croissance économique, eh bien, cela fait appel à l'économie circulaire, à l'économie sociale et solidaire. Ça permet également l'optimisation du recyclage des déchets. Vous avez également la gestion des impacts à travers toute la chaîne de valeur. Et par exemple, vous pouvez mettre en place des politiques au niveau des États, comme par exemple le tourisme durable. La France notamment s'est donné une feuille de route avec le tourisme durable et a créé un comité, par exemple, interministériel dédié. Un autre exemple d'interconnexion, toujours entre l'ODD 12. Pourquoi l'ODD 12? En fait, c'est parce que c'est un des ODD qui est… les ODD que je vous ai choisis en interconnexion, c'est vraiment des ODD qui sont très souvent les ODD clés des entreprises, puisque c'est sur ces ODD-là que généralement les entreprises peuvent agir. Et donc, lier l'ODD 12 et 9 permet de moderniser les industries, d'avoir une gestion plus rationnelle des ressources, également d'avoir accès, de mettre en place plus de digital dans les entreprises ou encore d'innover. Et aujourd'hui, on est là pour ça dans cette journée d'innovation. Donc, on voit bien que les interconnexions peuvent être nombreuses. Donc, finalement, les objectifs de développement durable qui ont été adoptés donc à l'unanimité, ils offrent vraiment un cadre structurant pour passer à l'action. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, ils présentent une approche très holistique, donc c'est-à-dire qu'ils sont liés entre eux et ils favorisent vraiment une approche globale de la durabilité. Ils présentent également un agenda commun parce que finalement, tous les acteurs sont concernés. Et puis, le processus d'élaboration a rassemblé également tous les acteurs de la société. Donc, c'est un agenda pour tous. Puis également, ces objectifs de développement durable, ils ont des buts finalement quantifiés. Ils représentent des objectifs clairs, quantifiés, mesurables à atteindre, et cela en 15 ans. Aujourd'hui, on est en 2020, bien sûr, donc il nous reste 10 ans pour agir. 10 ans, c'est court, c'est long en même temps, donc il faut s'y mettre dès maintenant. Et puis enfin, ils sont un langage commun pour tous, puisque c'est autour de ces 17 objectifs de développement durable que tous les acteurs s'entendent pour agir. Et également, ils ont été développés en partenariat. Et ce qui est demandé, c'est de continuer à travailler en partenariat sur ces objectifs de développement durable. Donc, qui est finalement concerné par les ODD? Donc, je l'ai dit, tous, tout le monde est concerné par les ODD. Ils ont été élaborés dans une perspective de partenariat, ce qui implique que chacun est impliqué dans leur réalisation. Donc, les États, bien sûr, les États sont naturellement soumis au texte des Nations Unies, puisqu'ils ont été vraiment les partie prenante clé dans la détermination et dans la définition des objectifs. Leur action politique peut avoir un effet très positif sur la feuille de route vers les objectifs de développement durable, lorsqu'il s'agit par exemple de promouvoir les énergies renouvelables. Mais ils peuvent être aussi, ils peuvent avoir un impact négatif quand par exemple il s'agit fermer les yeux ou d'autoriser une déforestation massive. Je ne fixe et je ne cible personne en particulier, bien sûr.
Naturellement, les entreprises, elles sont censées contribuer aux objectifs de développement durable et le texte constitutif des objectifs de développement durable, d'ailleurs, invite toutes les entreprises à mettre leur créativité et leur innovation au service de la résolution des défis environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Donc là, on retrouve cette notion d'ESG, donc environnement, sociétal et gouvernance. Et les entreprises, elles sont censées intégrer les ODD dans leur stratégie et les utiliser pour créer ou améliorer des modèles d'entreprise durables. Ensuite, nous avons bien sûr les investisseurs. Les investisseurs, eux, peuvent prendre part au programme des objectifs de développement durable et doivent le faire en orientant leurs investissements vers des entreprises qui contribuent le plus aux objectifs de développement durable et qui ont un véritable engagement dans le sens de la durabilité. Bien sûr, toutes les institutions publiques, locales, qui sont des acteurs clés et qui peuvent développer des projets qui sont alignés sur ces ODD. Donc, alors, bien sûr, elles peuvent le faire, par exemple, comme en intégrant les ODD dans la manière dont l'institution est gérée. Et également, par exemple, les écoles, les universités, bref, le secteur académique, eux, peuvent intégrer les ODD dans leur programme d'éducation ou d'études pour mettre en avant les ODD et faire prendre conscience de leur importance. Bien sûr, on a également les ONG, qui sont très, très importantes et qui ont aussi, elles, vraiment contribué à la rédaction de ces ODD. Elles peuvent le faire en développant des projets qui soient alignés sur les objectifs. La plupart du temps, elles ont un rôle aussi de surveillance, en fait, de surveillance dans la trajectoire des ODD, comme par exemple les agences de notation extra-financière qui, elles, évaluent les entreprises à travers une grille d'indicateurs. Et cette évaluation, elle aide également les investisseurs à orienter leurs investissements en faveur de projets et de modèles durables. Et bien sûr, les ONG, elles peuvent aussi avoir un rôle pour attirer l'attention du public si les activités d'une entreprise vont à l'encontre de la poursuite des ODD, par exemple. Donc, elles font partie finalement des lanceurs d'alerte. Et enfin, donc, le dernier acteur qui est aussi très important, eh bien, c'est les citoyens. Donc, c'est vous, c'est moi, en tant que citoyen, on est concerné et on peut s'impliquer en modifiant bien sûr nos comportements ou en soutenant des causes connexes ou simplement aussi en s'impliquant dans des programmes humanitaires à notre portée, mais qui vont dans le sens des objectifs de développement durable. Alors, bien sûr, on a cité tous ces acteurs-là. Aujourd'hui, comment est répartie la contribution parmi ces différents acteurs? Donc, on voit bien qu'ils ne contribuent pas tous de la même façon ni à la même hauteur aujourd'hui. Donc ça, c'est une étude qui est disponible en fait dans le site SDG Compact. Donc, c'est la version anglaise des ODD, Sustainable Development Goals. Et donc, on a accès à cette étude qui montre que, bien sûr, la société civile et les gouvernements elles, sont des acteurs clés et représentent à eux 67% des contributions. Alors, vous ne voyez pas forcément bien les couleurs, mais ce n'est pas forcément très clair. Mais en tous les cas, et le secteur privé et le secteur académique sont quand même largement en retard et ont un fort potentiel de progression devant eux, ce qui est plutôt encourageant finalement. Alors aujourd'hui, donc on va vraiment regarder comment les entreprises, elles, peuvent agir sur ces objectifs de développement durable, comment elles peuvent devenir un acteur clé. Donc je l'ai dit, dans le texte fondateur des ODD, il a été clairement écrit et il leur a été demandé de contribuer en évaluant leurs impacts, en se fixant des objectifs ambitieux
et de communiquer sur leurs résultats de manière transparente. Et puis, plus récemment, c'est-à-dire mais très récemment, la semaine dernière, il y a un article qui est sorti, et c'est une interview en fait de Sylvain Brezard, qui est le président de Greenpeace France et également PDG de la société de Nord6, qui a précisé et reprécisé que les entreprises sont les mieux placées pour agir pour que le monde arrête de se dégrader. Donc il y a une forte pression qui est mise malgré tout sur les entreprises pour qu'elles agissent. Mais avant de dire aux entreprises vous devez agir, il faut d'abord que les entreprises finalement comprennent qu'est-ce que peuvent également leur apporter les ODD. Ce n'est pas le tout de dire je m'engage, etc. Mais l'important, c'est de savoir aussi pourquoi je m'engage et qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc, les entreprises sont toutes concernées, quelle que soit leur taille, leur secteur, leur domaine d'activité. Elles peuvent toutes contribuer aux objectifs de développement durable. Ces ODD peuvent être utilisés pour faire, pour faire des affaires de manière responsable, mais aussi pour trouver des opportunités commerciales, de résoudre les défis sociétaux, environnementaux, par des innovations tout au long de la chaîne de valeur. Des innovations pas uniquement technologiques, des innovations managériales, des innovations d'usage, bref, tout type d'innovation. Les ODD permettent également aux entreprises de vérifier si leur stratégie de RSE, pour celles qui ont mis en place une stratégie de RSE, est réellement conforme aux attentes de la société. Donc une étude de KPMG de 2017 a révélé l'utilisation croissante quand même du cadre des ODD dans les rapports de RSE des entreprises. Et en fait, à ce jour, la plupart des entreprises qui ont une stratégie de RSE et qui rapportent leurs résultats se réfèrent aux ODD. Autre avantage donc pour les entreprises, si on regarde d'une manière plus large, elles peuvent en tirer bien plusieurs avantages lors de la conception et de la mise en œuvre de leur stratégie. Donc, je l'ai dit, des opportunités d'affaires, mais des opportunités de développer de nouveaux produits, services, technologies et d'accéder finalement à de nouveaux marchés, à travers aussi l'amélioration de leur réputation, de leur image, mais aussi de renforcer leur attractivité à travers la durabilité. Ça leur permet également de mieux identifier et gérer leurs risques et leurs impacts et de réfléchir quels impacts négatifs je peux réduire, voire éliminer, mais surtout quel impact positif je peux également enclencher, mettre en œuvre. Et puis enfin, très important, elles peuvent vraiment renforcer les relations avec toutes les parties prenantes, internes et externes de l'entreprise, et cela pour bien comprendre leurs attentes et les intégrer dans les décisions et les stratégies, et ce, dans toute la chaîne de valeur. Donc, en général, les objectifs de développement durable, comme d'ailleurs la notion de responsabilité sociétale de l'entreprise, incluent de manière incontournable ce volet d'engagement avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Alors, comment faire en fait pour aligner sa stratégie sur les objectifs de développement durable? Parce que tout ça, c'est bien, c'est beau, mais comment est-ce que l'on fait concrètement? Donc, il y a un outil qui est très bien fait et que moi-même j'utilise en fait pour accompagner les entreprises. Ça s'appelle la boussole ODD qui a été créée par le Global Compact. Le Global Compact, c'est la branche entreprise des Nations Unies et c'est la branche qui est en charge de faire en sorte que les entreprises prennent en main ce sujet des ODD. Donc, la première étape, elle est essentielle, c'est bien sûr de comprendre ce que sont les ODD, quels sont les avantages concurrentiels que l'entreprise peut en tirer, mais c'est aussi un moyen, je pense, de former les collaborateurs à la notion de durabilité et à ce que sont les ODD pour créer une connaissance et un langage commun
au sein de l'entreprise. La deuxième étape, c'est celle de définition des priorités. Donc, les entreprises doivent définir leurs priorités sur la base d'une évaluation de leur impact positif et négatif, actuel et potentiel, impact sur les ODD bien sûr, et ce sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et elles doivent, en fonction de cette évaluation d'impact, donc définir les priorités qui en ressortent et choisir les indicateurs qui sont pertinents au regard de ces priorités. Bien sûr, lorsque vous faites ce travail d'évaluation des impacts et sur toute la chaîne de valeur et à quel finalement ODD, quel ODD j'impacte, on ne vous demande pas, et certainement pas d'ailleurs, et ça j'insiste bien là-dessus, on ne vous demande pas de contribuer à tous les objectifs de développement durable. On sait très bien que c'est impossible, mais plutôt de se concentrer sur ceux qui sont pertinents pour votre activité et ceux sur lesquels vous avez un impact significatif. Contribuer à tous les objectifs de développement durable serait vraiment, je pense, contre-productif et vous pourriez presque, si vous rapportez sur vos activités, presque être accusé de greenwashing, ce que personne ne veut, bien sûr. Et donc ensuite, on poursuit avec l'étape 3, qui est de définir des objectifs. Donc, à partir de ce travail d'évaluation d'impact, j'ai défini mes priorités, j'ai choisi mes indicateurs. Maintenant, je choisis les objectifs qui vont m'amener à définir et à avoir une meilleure performance durable. Donc, en alignant, bien sûr, les objectifs sur les ODD, on peut ainsi démontrer, enfin, l'entreprise peut démontrer son engagement. La phase 4, c'est celle vraiment d'intégration dans les activités, c'est-à-dire comment est-ce que je fais en sorte que toutes les fonctions, tous les domaines de mon entreprise prennent en main ces ODD et comment je cascade en fait au sein de toute mon organisation cette dimension. Donc, les entreprises peuvent également s'engager dans des partenariats tout au long de la chaîne de valeur avec des acteurs externes, comme, et on appelle ça plus communément des partenariats public-privé ou privé-privé, ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer ça dans vos pratiques et vraiment dans votre stratégie. Et enfin, donc le dernier point, c'est la mesure d'impact, le reporting, la communication. Comment est-ce que je mesure finalement l'efficacité de ma stratégie? Comment j'en rends compte et comment je démontre que j'ai mis en place des actions et comment je m'assure de montrer que ma feuille de route, elle peut être par étapes, progressive, mais je montre une progression. Et donc les objectifs de développement durable, qui permettent aussi de communiquer ces informations sur la performance en utilisant des indicateurs communs à un ensemble de priorités partagées. Et donc, on appelle ça des rapports finalement extra-financiers ou intégrés. Il y a un organisme, une association plutôt, qui est très intéressante, qui a développé en fait un guide sur un nombre d'indicateurs incroyables et ça permet vraiment d'aider en fait les entreprises à choisir quels sont les bons indicateurs en fonction de leur domaine d'activité. Donc, c'est vraiment un puits d'informations pour les entreprises. Et ils ont également développé un guide pour aider les entreprises à rapporter sur leurs actions de durabilité. Donc, cette association, c'est la GRI, le Global Reporting Initiative. Donc, en France, ce qu'il faut savoir, alors ça ne concerne pas la majorité des entreprises, je pense, et pas la majorité des entreprises qui sont là aujourd'hui, mais en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une obligation de reporting extra-financier qui s'appelle la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, et ça depuis 2017. Et cette obligation, elle fait suite en fait à la directive européenne sur la transparence de 2014 et la loi de vigilance Sapin 2. Et donc, toutes les entreprises qui ont un effectif au-delà de 500 salariés,
et avec des conditions de chiffre d'affaires et bilan que je n'ai pas en tête là, mais je sais qu'il y a deux niveaux. Mais en tous les cas, cette strate de 500 salariés, elle est importante. Et donc, à partir de cette strate-là, vous avez l'obligation de déclarer votre performance extra-financière. Donc, qui dit obligation de déclarer, dit obligation de mettre en place une stratégie de durabilité. Donc, cette DPEF, là, elle doit être vérifiée par un organisme tiers indépendant qui motivera, lui, son avis sur la qualité de votre déclaration. Ce qui est bon à savoir, c'est que pour les grandes entreprises qui ont les filiales, en fait, elles sont exemptées de rapport si les sociétés mères, en fait, produisent elles-mêmes un rapport global. Donc, je vous ai parlé de la GRI. Il y a aussi effectivement un autre moyen, parce que si vous n'êtes pas finalement soumis à la DPEF parce que vous n'avez pas 500 salariés, vous pouvez quand même faire cet exercice de reporting sur vos activités pour montrer votre engagement. Et ça peut être une bonne porte d'entrée ou du moins un très bon support pour dialoguer avec vos parties prenantes, internes comme externes d'ailleurs. Il y a aussi un autre levier qui est intéressant, c'est l'adhésion au Global Compact. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le Global Compact, la branche entreprise des Nations Unies. Global Compact, quand vous adhérez, alors bien sûr, l'adhésion est graduelle en fait en fonction du nombre d'entreprises, de la taille de l'entreprise, etc. Ce n'est pas énorme d'ailleurs, mais cette adhésion, elle implique de réaliser une communication annuelle sur vos progrès. Cette communication annuelle, elle est publiée sur le site internet du Global Compact et ça peut être aussi un outil que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos parties prenantes. Il y a plein d'entreprises, de tout type d'entreprises et de toute taille qui adhèrent au Global Compact. Je crois qu'en France, il y a plus de 1200 entreprises et je crois que c'est même plus que ça, mais qui ont déjà adhéré au Global Compact. Et que ce soit des TPE jusqu'aux grands groupes. Donc, comme je vous le disais, il y a déjà des entreprises qui ont adopté les objectifs de développement durable au cœur de leur stratégie. Tout type d'entreprise, encore une fois, je me répète. Donc, par exemple, là, je vous ai pris 3 exemples. Le premier, c'est Room Saver. Donc, c'est une PME de 54 personnes qui, elle, a organisé sa stratégie et aligné sa stratégie sur les objectifs de développement durable. Et comme vous le voyez, elle a ciblé les objectifs de développement durable en fait, qui sont pertinents pour son activité et sur lesquels elle peut agir. Ensuite, vous avez l'exemple de l'entreprise Rémy Cointreau. Rémy Cointreau, c'est des spiritueux d'excellence, on va dire. Et eux aussi ont aligné leur stratégie sur les objectifs de développement durable. Puis enfin, bien sûr, un grand groupe, Carrefour. Alors, on pense ce qu'on veut de Carrefour, ce n'est pas le débat, mais néanmoins, ils ont adopté leur stratégie et ils ont mis en place depuis quelques années une vraie transformation de leur entreprise vers plus de durabilité et donc orientent leur stratégie sur les objectifs de développement durable. Enfin, pour terminer, je voudrais vous montrer, même si je suis persuadée que vous les connaissez déjà, mais quelques outils ou approches en fait, qui permettent de contribuer aux objectifs de développement durable. Donc, la première, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'implication des parties prenantes par une approche collective. Les parties prenantes doivent être considérées comme des partenaires et non comme des adversaires, et on doit absolument chercher à prendre en compte leurs attentes et leurs retours. Donc, les parties prenantes, c'est bien sûr la définition, c'est un individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d'une organisation, mais en fait, les parties prenantes, pourquoi elles deviennent de plus en plus importantes? Pourquoi on en entend de plus en plus parler? C'est parce que on fait face aujourd'hui, enfin les entreprises font face aujourd'hui à une demande croissante de leurs parties prenantes d'être intégrées en fait et d'avoir des interactions économiques directes ou indirectes avec elles et pas seulement en réactif, pas seulement en aval, mais en amont de la chaîne de décision.
Je vous parlais tout à l'heure des pressions faites sur les entreprises, etc. On est exactement dans ce contexte-là. Et de plus en plus d'acteurs estiment que la prise en compte des intérêts de l'ensemble des parties prenantes sera bénéfique à l'entreprise et à la société. Donc, c'est vraiment un nouveau paradigme qui est en train de s'imposer. On a vu une avancée en France, en fait, avec le rapport Nota-Sénar qui a inspiré la loi Pacte, avec la recommandation de constituer un comité de parties prenantes pour se rapprocher des attentes de la société. Heu, pour l'instant, peu ont suivi ce conseil, puis finalement la loi Pacte a évité, d'aborder cette question et d'aller plus loin, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan juridique, finalement, on a quelque peu un vide à ce sujet-là et les parties prenantes ne sont pas encore reconnues comme telles, mais on sent un mouvement et il y a plusieurs, réflexions en ce moment en cours sur justement cette notion de partie prenante et heu, comment démocratiser cet aspect-là dans les entreprises pour qu'elles s'en saisissent et qu'elles comprennent mieux comment et pourquoi c'est important pour elles. Pourquoi c'est important de mettre en place un dialogue proactif dans toute la chaîne de décision de l'entreprise pour permettre, ça peut être dénouer des situations complexes, de mieux évaluer l'empreinte et l'impact de l'entreprise, de réduire de nombreux risques et impacts, et enfin aussi développer des opportunités de partenariat et de création de valeurs partagées durables. Donc, c'est pas seulement en fait ça ne doit pas être seulement une consultation des parties prenantes pour se donner bonne conscience, mais véritablement un projet de gouvernance pour une confiance réciproque. Donc, bien sûr, il y a des outils simples et efficaces qui existent pour guider la mise en place et la gestion de cette démarche dans vos entreprises. Le 2e petit outil et exemple, ben, bien sûr, c'est la norme ISO 26000. Donc, la norme ISO 26000, c'est quoi? C'est, une norme qui est, née, de la pression par la en fait, de la pression par la société sur les entreprises, hein, comme je vous le disais, vous vous souvenez dans la frise historique. Donc, en faveur d'une plus grande durabilité et d'une plus grande transparence. Donc, et ça permettait de répondre aussi aux besoins de normes et de lignes directrices pour homogénéiser la stratégie de durabilité et aussi sa mise en œuvre. Donc, la norme ISO 26000, elle est basée sur le volontariat. Ce n'est pas une norme certifiante, ce n'est pas une obligation, c'est volontaire. Donc, c'est une méthodologie qui vraiment offre un cadre structurant pour se lancer et contribuer aux objectifs de développement durable parce qu'il nous encourage finalement à nous poser les questions, les bonnes questions pour savoir si les impacts que nous avons sont positifs ou négatifs et comment finalement on s'ancre dans la société. Donc cette norme, elle est fondée sur 7 grandes questions centrales: les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement bien sûr, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et communauté développement local et bien sûr la gouvernance de l'organisation. Cette démarche, elle est, comme vous le voyez, holistique. Comme les objectifs de développement durable d'ailleurs, les questions sont toutes interdépendantes et cette norme, elle est encadrée par les deux grands principes, là, donc la reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise et également l'identification et l'implication des parties prenantes. Donc c'est un vrai outil finalement qui peut aider à se lancer et à commencer à mettre en place des choses. Ensuite, j'ai fait un petit zoom sur la notion d'achat durable parce que l'approvisionnement dans l'entreprise, c'est un sujet clé. Et ce concept-là d'achat durable, il fixe finalement le double devoir de diligence ou de vigilance de l'entreprise à l'égard de ses fournisseurs pour s'assurer, bien sûr, de leur respect des principes de droits de l'homme, d'équité, d'environnement, de responsabilité aussi sociale, mais aussi les accompagner dans leur progression pour qu'ils aboutissent finalement eux-mêmes à atteindre une forme de durabilité. Donc, les achats durables, en fait, du moins mettre en place une démarche d'achat durable permet d'atténuer les risques judiciaires ou de réputation liés à l'approvisionnement, mais de respecter aussi les principes ESG que j'ai cités précédemment, donc environnement, social, gouvernance,
et gouvernance sous-entendu éthique, de les aider, d'aider les fournisseurs à adopter eux-mêmes de meilleures pratiques. Et puis également, lorsque c'est possible, de favoriser les achats locaux pour avoir un impact plus positif sur la communauté. Donc, au même titre que la norme ISO 26000, il y a un certificat ISO 20400 qui guide en fait les entreprises pour mettre en œuvre cette démarche. Et enfin, donc le dernier outil, et pas des moindres celui-là, c'est bien sûr l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est un système en fait qui, comme je l'ai écrit là, par son intention, sa conception, est réparateur ou régénérateur. Et en fait, les produits, les matériaux qui sont contenus dans l'économie circulaire sont très valorisés. Donc, pourquoi l'économie circulaire, en fait? C'est parce que, à l'inverse, le système linéaire, donc linéaire, extraire, produire, distribuer, jeter, en gros, augmente considérablement l'exposition aux risques des entreprises, et en particulier à la hausse et à l'imprévisibilité des prix, des ressources, et également par la forte concurrence et la demande croissante de certains acteurs qui conduisent en fait à perturber la chaîne et l'approvisionnement. Donc la recherche d'une amélioration significative en fait de la performance des ressources a conduit les entreprises à explorer les moyens de réutiliser les produits ou leurs composants, de restaurer une plus grande partie de leurs intrants en matière de matériaux, d'énergie, de main-d'œuvre, tout simplement pour mieux produire, consommer et recycler. Donc, on voit bien, donc vous avez le schéma là, de l'économie circulaire, donc le cycle hein, de l'économie circulaire. Cette économie circulaire, elle est devenue un axe majeur des politiques publiques des grands pays, dont l'Union européenne. Et pour la France, il y a une feuille de route qui a été définie, feuille de route en fait à laquelle les entreprises sont invitées à contribuer, notamment à travers la loi anti-gaspillage qui est entrée en vigueur en février 2020. Et donc, pour terminer sur un chiffre clé, on va dire, selon le rapport de 2014 du Forum économique mondial sur l'économie circulaire, l'économie circulaire représenterait une opportunité de 1000 milliards de dollars avec un immense potentiel d'innovation, de création d'emplois et de croissance économique. Voilà, moi j'ai terminé. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça aura pu répondre à certaines de vos questions ou vous éclairer sur le sujet des ODD. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez simplement échanger sur ce sujet, eh bien je suis à votre disposition après cet atelier et cette présentation. En tous les cas, merci beaucoup pour d'avoir participé à cette présentation.